Bonjour, Bonjour. monsieur le professeur. Donc, nous recevons aujourd'hui Jean-François Sirinelli pour nous évoquer avec nous Vie et survie de la Ve République et le sous-titre extraordinaire qui s'intitule Essai de physiologie politique. Alors, Jean-François Sirinelli, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po. Vous avez publié de nombreux ouvrages et un des derniers ouvrages, pas le dernier, mais un des derniers, s'intitulait Les Révolutions françaises, 1962-2017, et d'ailleurs dont on retrouve un certain nombre d'éléments dans ce livre qui viennent en appui de la thèse ou des hypothèses que vous abordez dans cet ouvrage. Alors, à sa lecture, on a moult questions qui nous viennent à l'esprit. Et la première question, ou les deux premières questions que j'aimerais vous poser, c'est qu'en vous lisant, on a le sentiment que vous écrivez ce livre au moment du 60e anniversaire de la naissance de la Ve République comme un espèce de témoignage vis-à-vis des générations qui, elles, n'ont pas connu les débuts de la Ve République et qui n'ont donc pas connu le système politique précédent contre lequel ou en réaction auquel s'est construite la Ve République. Oui, vous avez raison, ça a joué dans ma décision, dans mon souhait d'écrire ce livre, mais ça n'a joué qu'en partie. Je m'explique, vous avez utilisé le mot témoignage. Je ne donne pas, si vous voulez, le témoignage de mon éventuel engagement au fil de ces décennies, mais c'est vrai, et je vous suis là-dessus, que mon idée, c'était à partir du constat, dans le fond, que la Ve République a 60 ans. Apparemment, 60 ans, c'est pas véritablement un compte-rond. Ça n'est ni 50, ni 75, et encore moins 100. Mais l'idée, c'est qu'à 60 ans, il y a eu un renouvellement de génération deux fois. C'est-à-dire que c'est l'âge classique, les démographes le considèrent. Et donc, actuellement, la Ve République, pour ce qui est du récit de ses origines, n'est plus connue que par moins d'un dixième de la population française. Et donc, c'est vrai qu'elle a passé un cap et que nous, historiens, nous devons passer le relais, c'est-à-dire transmettre en quelque sorte, non pas le récit des origines, moi-même, j'avais 9 ans au moment des débuts de la Ve République, mais réfléchir sur ce qu'ont été les conditions de cette naissance de la Ve République. Donc, c'est vrai que cette notion de génération est centrale. Et d'ailleurs, je commence dans l'introduction par ce point, effectivement. Et alors, qu'est-ce que vous entendez? Parce que essai de physiologie politique. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Parce que c'est un sous-titre, donc ça caractérise le titre, en quelque sorte. Oui, ça pourrait paraître ou rébarbatif ou pédant, et j'espère que ça n'est ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Je ne suis pas constitutionnaliste. J'ai le plus grand respect pour mes collègues qui sont sur ce domaine, qui travaillent sur ce registre. Et d'ailleurs, c'est à eux de nous éclairer très largement sur cette Ve République, sur ce versant-là. Moi, je suis historien, et donc ce qui m'intéresse en priorité dans le cadre de l'exercice de mon métier et de ma réflexion, c'est de prendre cette Ve République, non pas simplement comme cet ensemble institutionnel qu'il faut naturellement prendre au premier chef en considération, mais de considérer qu'un régime politique, c'est un organisme vivant. Et c'est plus qu'un organisme vivant, c'est une sorte d'écosystème qui est en dépendance, ou en tout cas en corrélation avec son environnement historique. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de prendre l'organisme vivant Ve République, de revenir sur les conditions de sa naissance, de voir ce qu'a été le contexte, l'environnement historique, mais de constater ensuite que cet environnement a changé. Et c'est ça qui débouche non plus sur le sous-titre, mais sur le titre, Vie et survie. Comment s'est comporté ce régime par rapport à ce que vous appeliez tout à l'heure à juste titre les révolutions françaises. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que ce régime n'a que 60 ans, mais est né dans une France qui n'a plus grand rapport avec la France d'aujourd'hui. Et c'est tout le thème de ce livre. C'est d'ailleurs là-dessus que vous terminez en rappelant l'affaissement ou la disparition de ce que vous avez appelé les 4 P. D'ailleurs, c'est de votre conclusion, l'affaissement des 4 P, en expliquant bien. Alors, est-ce que vous pouvez d'ailleurs revenir, puis après je vous reposerai quelques questions reprenant un peu le fil de votre ouvrage, mais vous avez commencé par l'introduction, du coup je passe directement à la conclusion. Qu'est-ce que c'était que ces 4 P? Parce que c'est quand même finalement à l'issue de votre travail sur les révolutions, mais c'est quand même l'architecture de votre conclusion, finalement. Tout à fait. Là, merci de rendre compte avec autant de précision de ce qu'est la thèse centrale, effectivement, de ce livre. Dans le fond, la Ve République, elle naît dans une période extrêmement difficile, d'une certaine façon, puisqu'elle naît au cœur de la guerre d'Algérie et qu'elle va mettre encore 4 ans pour résoudre cette guerre d'Algérie. Mais en même temps, par-delà cette naissance
à mains égards tumultueuse, elle naît dans un contexte global, si on se met en macro-histoire et non plus dans la précision de la naissance, en quelque sorte. Elle naît dans un contexte, disais-je, extrêmement favorable en raison de ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire les 4 P. Alors les 4 P, qu'est-ce que c'est? C'est la prospérité. Il faut jamais oublier qu'on parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, mais qui a connu des croissances de 5 à 6% l'an, et tout ça jusqu'aux années 70. Donc là, on est au cœur de la période, et ça sera d'ailleurs, avec un peu d'injustice historique, oui, porté à son crédit, alors que, d'une certaine façon, la 4e République avait posé les bases de modernisation, de rénovation, de modernisation. Mais donc, premier P, la prospérité, mais également corrélé avec la prospérité le plein emploi. Je vous parle d'un temps où, à part ce que les économistes appellent d'un terme un peu difficile, le chômage résiduel, mais qui est en même temps une donnée. Si vous voulez, seuls les pays totalitaires peuvent afficher 0% de chômeurs, et donc on considère que pour des raisons physiques ou psychologiques, il y a effectivement une toute petite tranche d'une population active qui, hélas, ne peut pas être active, mais passer, je répète cette expression, ce chômage résiduel, on est dans un contexte de plein emploi, hein, et là aussi, c'est porté au crédit de ce régime. 3e P, la paix, non pas, j'y faisais allusion à l'instant, au moment de la guerre d'Algérie 58, mais à partir de 62 et même de 58, car est porté au crédit de la Ve République le fait, là aussi, il faudra en discuter sur le fond, mais d'avoir sauvé la paix civile, si vous voulez. Donc là aussi, c'est un 3e crédit. Et enfin, le 4e crédit, qui est peut-être essentiel, c'est le P du progrès, c'est-à-dire la foi dans le progrès. Et quand on regarde à cette époque, toutes les idéologies qui s'affrontent et qui structurent le champ politique nous parlent de lendemain qui chante, d'un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ça n'est pas simplement une sorte d'incantation, une sorte de vœu pieux, c'est une réalité. C'est-à-dire par les concitoyens. Hein, elle est ressentie comme telle par les concitoyens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de forte lutte sociale, ça ne veut pas dire que dans certains milieux sociaux, il n'y ait pas de l'amertume, du ressentiment, de la revendication. Il y a toute une série de grands mouvements sociaux qui jalonnent notamment les années 60, sans même parler de mai 68, mais incontestablement, il y a cette foi dans le progrès, ce sentiment de fait que demain est meilleur qu'aujourd'hui et a fortiori qu'hier. C'est ça les 4 P. Sauf qu'ils ont disparu. Sauf qu'ils ont disparu, et c'est justement ce que vous réexpliquez très bien dans la conclusion. Alors, il y a à un moment donné, vous expliquez fort bien l'effondrement du système politique en 1958. Et vous avez cette phrase, parce que ce qui est caractéristique dans votre ouvrage, c'est les allers-retours entre ce que nous avons vécu avec ce que nous avions appelé ici la révolution de velours, c'est-à-dire la victoire surprise et combien traumatisante pour le système politique d'Emmanuel Macron, et 58, 62, on y reviendra peut-être. Mais vous avez cette phrase à un moment donné où vous expliquez, c'est page 42, par une sorte de désaimantation inédite, les deux pôles cessèrent en même temps de structurer ce champ politique. Je précise, vous parlez là alors de 1958. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas de 1958 dont M. Cyril Ligny nous parle, c'est de 2017. Et donc, on a le sentiment ainsi que, sans cesse, finalement, ce qui s'est passé en 1958, c'est peut-être ce que nous avons vécu en 2017. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez, nonobstant bien des divergences et des différences, ou est-ce que c'est une facilité de réécriture, en quelque sorte? Alors, à nouveau, je vous dis toute ma gratitude, car vous avez mis en relief la deuxième idée directrice de ce livre, qui est l'idée des allers-retours, qui est difficile à faire pour l'historien, puisque pour l'historien, comparaison n'est pas raison. Et donc, théoriquement, il s'interdit, si vous voulez, ces allers-retours. Mais là, je les assume parce qu'il me semble, effectivement, que pour une réflexion sur la Ve République, prendre un certain nombre de points et de dates et les mettre en quelque sorte en résonance peut être utile. Et donc j'en reviens à votre question, c'est-à-dire 58 et 2017. Effectivement, un certain nombre de gens, et j'en suis, en 2017, au moment où déjà se profilait, en tout cas après le premier tour, la victoire d'Emmanuel Macron, on commençait à dire, dans le fond, est-ce qu'on ne serait pas en 58, dans la mesure où ce premier tour,
entérinaient, de par leur non-présence au deuxième tour, le recul, pour ne pas dire l'effondrement, des deux piliers jusque-là, qui étaient d'une part le PS et d'autre part les formes successives, on va dire, de la droite républicaine, de la droite parlementaire. Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on ne reviendrait pas à 58 ? Alors, je fais une réponse nuancée, en fait. La réponse pour l'historien est non. Pourquoi non ? Parce que dans un cas, 58, c'est la mort d'un régime et la naissance d'un autre régime. En d'autres termes, la Ve République, il faut jamais l'oublier, naît, si j'ose dire, d'une naissance, c'est compliqué à dire, mais de circonstances létales et non pas natales. Létales, c'est-à-dire elle naît de la mort du régime précédent. Ça n'est pas le cas en 2017, où au contraire, d'une certaine façon, la Ve République montre sa capacité d'adaptation à ce qui est quand même inédit, c'est-à-dire l'effondrement d'un seul coup de deux piliers de la vie politique française. Et en même temps, je viens de dire non, je dis oui, d'une certaine façon, en raison même de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'en 2017, il y a l'effondrement apparent, je dis bien apparent, parce que l'historien se place toujours dans la longue durée et demande à voir la suite. L'effondrement apparent des deux grandes forces qui structuraient, d'une part, le socialisme français à travers son parti, le PS, et d'autre part, je le disais, la droite parlementaire. Mais je vais plus loin pour 58 et 62, parce que je considère que justement en 58 et en 62, apparemment, les partis de la 4e République sortent effondrés littéralement de cette période, non pas 58 d'ailleurs, mais plutôt 62, sortent vraiment dans un état, sinon pitoyable, un historien n'utilise pas ce terme, en tout cas inquiétant. Bon, sauf que, et c'était sous-jacent dans votre question et dans la citation que vous faisiez tout à l'heure, sauf que ces forces apparemment moribondes en 62, elles vont non pas renaître, mais recoaguler autour d'elles des partis politiques, des formations politiques. Exemple, le socialisme français, très malade en 1962. À peine 9 ans plus tard, va connaître une refondation en 71 et une victoire à peine 10 ans plus tard. Et qui commence d'ailleurs, et vous le dites fort bien à un moment donné, par l'élection présidentielle de 1965. De 65, tout à fait. Qui est le premier. C'est-à-dire que l'élément qui a déclenché leur état moribond, c'est-à dire le référendum de 62, en même temps, le général de Gaulle impose, et en même temps réanime ses forces politiques. C'est ça, tout à fait. C'est une cellule, c'est le paradoxe de l'histoire, d'aide politique, et c'est le paradoxe. Et les historiens, vous le savez, ils aiment bien voir les paradoxes. Non pas, ils n'aiment pas eux-mêmes créer des paradoxes, mais en constater. Et l'autre force qui paraît moribonde à cette époque, c'est la droite libérale. Or, en 74, à travers la naissance de Valéry Giscard d'Estaing, cette droite, elle renaît. Et ça nous conduit non pas à une sorte d'équation politique, on le disait tout à l'heure, comparaison n'est pas raison, mais à l'idée que, dans le fond, les partis politiques et les cultures politiques n'ont pas le même rythme d'existence. Et qu'on peut se remettre, si vous voulez, de défaites, y compris de défaites très lourdes, si les cultures politiques sous-jacentes existent. Et ça nous amène à 2017. C'est la question essentielle. Par-delà la victoire incontestable de La République En Marche aux législatives du mois de juin 2017. La question qui se pose, c'est cette droite parlementaire d'une part et cette gauche socialiste d'autre part. Par-delà, incontestablement, la déroute des uns et la défaite des autres. Est-ce qu'elles n'étaient pas en train, mais c'est une question que je pose, de faire leur mue? Est-ce que la culture politique était déjà en train d'adapter son logiciel? Parce qu'on revient à la question que vous évoquiez tout à l'heure, les 4P. Toutes ces cultures politiques, elles se sont, non pas forgées, mais elles se sont adaptées à la période des 30 Glorieuses, à cette croissance conquérante. Et la question qui s'est posée pour ces cultures politiques, c'est pour ça que quand on les accable, on ne peut qu'être étonné en tant qu'historien, parce que dans le fond, ces cultures politiques, elles ont dû penser les révolutions françaises, la mutation française. Et donc, plutôt que d'invoquer, ce qui peut être quelquefois le cas, une éventuelle paresse intellectuelle et idéologique, il faut bien voir quand même la difficulté à penser aujourd'hui. Et ce qu'a fait incontestablement la force d'Emmanuel Macron, c'est peut-être d'être, dans notre conversation est partie des générations, dans la génération qui n'avait pas connu 58, et qui n'avait pas connu les 4P, tout à fait, et qui donc, par concomitance générationnelle, vivait dans cette France
post-4P, en quelque sorte. Alors d'ailleurs, vous avez... c'est très bien, vous m'amenez sur les cultures politiques, et donc je continue sur notre discussion. Vous avez cette phrase, à un moment donné, quelques pages plus loin de la page 42, page 46 exactement. Vous avez cette phrase: les cultures politiques ne sont pas solubles dans un événement politique. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est ce que nous disions à l'instant. Elles peuvent être momentanément submergées par lui, mais ne s'y engloutissent jamais totalement. Jamais totalement. Et du coup, on peut se demander si, effectivement, 2017 est un événement électoral d'abord, mais est-ce que c'est pas non plus, justement, je tire le fil, un événement qui montre, sinon l'affaissement des cultures politiques, en tout état de cause, la naissance peut-être d'une autre culture politique. C'est la question essentielle. Vous avez raison, par-delà l'événement lui-même considérable et inédit sous la Ve République, qui est l'élection d'un président qui, 2 ans à peine, n'était connu que de ses intimes ou de ses proches, mais en tout cas pas des Français. Par-delà donc cet événement considérable, par-delà le fait qu'il ait ensuite gagné les élections législatives, avec là aussi autre événement considérable, ces 300 à 350 députés de la République en marche, se pose effectivement la question de la signification historique de tout cela. Et on en revient à ce que vous disiez en faisant à l'instant cette citation. Qu'en est-il actuellement de ces cultures politiques qui paraissent malades? Parce que je vous suis en disant que la France a à ce point changé que de toute façon les cultures politiques ne peuvent qu'être dépassées. Leur faire un procès de vieillissement ou de dépassement, c'est un faux procès. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'elles étaient en train de changer le logiciel? Et là, ça s'est encore rendu plus difficile parce que qu'est-ce que c'est une culture politique? C'est quelque chose qui se forge par rapport aux enjeux d'une époque, c'est-à-dire sémantiquement ce qui est en jeu à un moment donné, ce qui divise ou qui au contraire rassemble. Et là, bien évidemment, ces enjeux, ils ont changé massivement, à tel point que moi qui considère que l'un dans l'autre, en tant qu'historien, mais même en tant que citoyen, le clivage droite-gauche n'a pas disparu. En même temps, je suis obligé de me poser la question. Il n'a pas disparu, mais est-ce que ça a été, ces derniers temps, le clivage majeur? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres discriminants qui surplombent le clivage gauche-droite, et qui ne les poussent... ne veut pas dire qu'il a disparu. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ait disparu, et en même temps, il le surplombe, mais il n'épouse pas totalement ses plis. Ce qui rend l'analyse politique extrêmement difficile, et l'analyse des cultures politiques encore plus difficile, avec une autre interrogation, qui n'est pas du tout sur un registre polémique, mais qui est sur le registre de l'observation de l'historien. C'est quelle est la culture politique de l'actuel parti au pouvoir? Qu'en est-il de la République en marche pour ce qui est de sa culture politique? Et là, j'avoue, en tant qu'historien, mon incapacité, pour l'instant en tout cas, je n'ai qu'1 an et demi de recul, à exactement définir, si vous voulez, cette question. Or, elle est essentielle. Et d'ailleurs, vous avez cette phrase, page 158. Décidément, vous m'avez dit, je vous en remercie. 2017 n'aura d'effet historique en profondeur que si naît, dans la séquence chronologique qui suit la victoire d'un homme, une structure partisane homogène, elle-même dotée d'une culture politique propre. C'est une question essentielle. Je me répète en le disant. Je vous remercie d'avoir... Je crois que c'est l'une des questions essentielles, pas la seule. Sur la pérennité du moment. Voilà, tout à fait. Est-ce que ce ne sera qu'un moment ou est-ce que ça ouvre un nouveau cycle politique et historique profond? Avec, non pas un additif, mais une façon quand même de remettre en contexte, c'est que de toute façon, l'histoire avec un grand H, elle, entre-temps, elle continue. Avec quand même 3 points essentiels. Un, on le disait tout à l'heure, la disparition des 4 P, qui est essentielle, mais aussi l'entrée dans une société post-industrielle. Et là aussi, il faut imaginer ce qu'a été pour ces partis, dont certains sont nés de la révolution industrielle, la difficulté à penser un monde post-industriel. Et le 3e point, même si ça paraît être une tarte à la crème, c'est la question de la globalisation. Penser un monde globalisé et penser surtout l'État-nation en situation de monde globalisé. Donc on voit ce que sont les défis pour ces cultures politiques et c'est une question pour le moment avec beaucoup de points d'interrogation. Mais alors, du coup, monsieur le professeur, il y a quand même une interrogation qui reste à la lecture de votre ouvrage. Est-ce que finalement cet affaissement des cultures politiques, qui a donc évidemment des incidences sur le système politique, et le nôtre, la Ve République, d'où le titre « Vie et survie de la Ve République ». Est-ce qu'il est consubstantiel uniquement à la France ou est-ce qu'il ne touche pas, comme on le voit,
l'ensemble des pays européens, où on voit bien que des cultures politiques qui ont façonné les clivages politiques de nombre de ces pays européens, je pense à la Suède en ce moment, mais c'était l'Allemagne hier, l'Italie et de quelle manière il y a quelques mois, l'Espagne il y a quelques années avec la montée en puissance de Podemos et de Ciudadanos. Est-ce que ce ne sont pas l'ensemble de ces cultures politiques qui sont confrontées avec les spécificités nationales à l'effacement de ces 4 P, et que finalement ce n'est pas lié à la Ve République, mais à quelque chose qui la dépasse bien au-delà et qui touche finalement ce qui ont été les cultures politiques européennes au-delà des divergences entre les unes et les autres? Je partage tout à fait votre analyse, mais les deux choses sont compatibles. C'est-à-dire que cette Ve République est l'habillage institutionnel d'un État-nation, d'une communauté nationale. Et cette communauté nationale, elle a connu une mutation sans précédent, ce qu'on appelait tout à l'heure les révolutions françaises, mais elles-mêmes sont liées à des facteurs non plus endogènes, mais exogènes, qui sont l'évolution de la démocratie libérale. Or, qu'est-ce que la Ve République? C'est la forme française de la démocratie libérale. Et ce qui est passionnant, en même temps inquiétant, c'est que après l'effondrement du mur de Berlin, après l'explosion en chaîne des régimes communistes en Europe centrale et en Europe de l'Est, qu'est-ce qu'on constate? Sur le moment, un penseur, on envoie toujours cette phrase, Francis Fukuyama parlait de la fin de l'histoire. Je dis plus modestement, nous sommes dans la mue de l'histoire. La fin de l'histoire, pour lui, c'était la victoire, l'horizon indépassable de la démocratie libérale. Or, que voit-on? On voit actuellement, force est de le constater, une crise de la démocratie libérale. Et ça revient à votre question. Cette crise de la démocratie libérale, on la constate dans d'autres pays avec souvent des traits communs. Et donc là, nous sommes en face, si vous voulez, pour cette Ve République, elle n'a pas de chance d'une certaine façon. Parce qu'il y a des régimes qui jouissent, comme les régimes anglo-saxons, d'une sorte de pérennité historique qui fait qu'ils ont dépassé, si vous voulez, le simple contact avec l'histoire. Ils sont enracinés, non pas pour l'éternité, mais elles sont enracinées dans des siècles d'histoire. Et cette Ve République, au moment où elle passe ce que j'appelais un cap difficile tout à l'heure pour des raisons d'âge, 3e génération, elle est confrontée pas simplement à cette dévitalisation liée à la mutation française, mais elle est confrontée à ce défi historique qu'est la crise actuellement des démocraties libérales, qui ont de la ressource, ne tombons pas, mais qui sont confrontées effectivement, et notamment à des modèles concurrents qui sont d'autant plus complexes à déchiffrer que théoriquement, ils se volent. Ils se revendiquent de la démocratie. De la démocratie. Donc sûr. Là, on est pense dans à la Hongrie, la Pologne, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Voilà, tout à fait. Où on les appelle même quelquefois démocratures, en quelque sorte, parce que mélange de démocratie et de régimes autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux. Alors j'ai une dernière question, puisque nous sommes quand même à la Fondation Jean Jaurès. Vous consacrez des pages assez perturbantes sur le socialisme, comme un des 2 piliers justement du système politique de la Ve République. Et vous avez dans plusieurs... on le retrouve dans plusieurs chapitres, mais vous y consacrez quand même à un moment donné un chapitre entier sur cette question. Et pour vous, je résume un peu votre thèse, mais vous expliquez que le tournant avec le choix de François Mitterrand de garder le franc dans le système monétaire européen, donc en 1983, c'est à ce moment-là que s'effectue le tournant, et vous parlez même à ce moment-là de l'apparition du débat fantôme, c'est ainsi que vous le déterminez, et donc passant en quelque sorte en expliquant que tout provient de ce choix de 1983, ce qui peut s'entendre idéologiquement. Mais moi, j'avais du coup une autre interrogation, parce que vous l'abordez à un moment donné, mais de manière un peu insigne, sur le débat constitutionnel de 2004-2005, où finalement, c'est en 2004, à l'issue du référendum interne du Parti socialiste, qu'un certain nombre de personnes membres du Parti socialiste, et pas des moindres, Jean-Luc Mélenchon le premier, Laurent Fabius par la suite, décident, eux, en dépit du vote interne, de promouvoir le non. Et pour certains, c'est à partir de ce moment-là que se crée la disjonction, ou plutôt l'incapacité du Parti socialiste, qui s'est vu, et de quelle manière, lors du dernier quinquennat, d'assumer des débats internes, et une fois que ceux-ci sont tranchés, d'assumer une même position à l'extérieur, ce qui évidemment fragilise le dispositif. Et est-ce que finalement, plus que le débat idéologique né de 1983, le débat fantôme, pour reprendre votre terme, ce n'est pas à ce moment-là que s'instaure la crise du Parti socialiste qui a conduit ou qui a participé
à la déroute que l'on a connue lors des dernières élections présidentielles de 2017. Votre analyse, elle est passionnante. Je la partage. Je dirais que c'est un ensemble de causes. Je ne reviens pas sur ce débat fantôme. Fantôme, c'est pas péjoratif, mais en même temps, naturellement, ça se veut évocateur. C'est fantôme à deux titres, en quelque sorte. C'est fantôme parce que c'est présent sans être présent, comme tout fantôme qui se respecte. Et c'est fantôme aussi parce qu'à partir de là, ça hante le Parti socialiste, si vous voulez. Donc je pense que ces années 80... pas simplement à cause de mars 83 et du choix du président de la République de l'époque, président socialiste, mais aussi à partir de ce que j'appelle, comme d'autres d'ailleurs, le bad Godesberg rampant, si vous voulez, c'est-à-dire, dans le fond, ce qu'avait fait la social-démocratie allemande en 59, le ralliement à l'économie de marché, mais là, qui n'est jamais euphémisé, en quelque sorte, enfin, qui l'est, mais je veux dire qui n'infuse pas dans la doctrine officielle du parti, encore qu'on pourrait m'opposer un certain nombre de textes qui le prennent. Tout à fait. Donc, je schématise à gros traits, mais je pense que là, il y a quand même déjà une ligne de clivage, mais qui est intéressant, qui montre ce qu'est la difficulté pour le PS, qui prend de plein fouet un des enjeux de cette époque, parce qu'en toile de fond, on a une idéologie forgée, je le disais tout à l'heure, au moment des révolutions industrielles, et là, on a la nécessité non seulement de penser le monde post-industriel, mais aussi d'une certaine façon, la victoire du libéralisme économique à cette époque, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite. Il y a, si vous voulez, ce premier choc. Mais il y en a un deuxième que vous évoquez à l'instant, qui est la question de l'Europe. Je crois que ce n'est pas contradictoire, simplement, c'est une autre ligne de faille. Et le drame du PS à cette époque, j'emploie à dessein le mot drame, parce que c'est vrai que ça entraîne ensuite à la fois des victoires momentanées, mais aussi, en tout cas, l'échec de 2017, c'est que ce n'est pas des failles, j'allais dire, successives, ça forme un champ de failles. Et si vous voulez, il me semble que les gens de gauche, leur impératif, quelle que soit par ailleurs leur opinion précise, c'est que le champ de faille ne se transforme pas en champ de ruine. Là, il y a un véritable enjeu. La formule est facile et donc je regrette presque de l'avoir donnée, mais par-delà cette formule, il y a une réalité. C'est-à-dire que le PS est une des grandes forces politiques à avoir pris de plein fouet la mutation. Et d'où sa difficulté à penser cette mutation. Mais il y a un troisième problème. Ce sont les électorats successifs. Car vous faites allusion à 2005, référendum de 2005, on pourrait prendre déjà celui de 92. Oui, bien sûr. Parce qu'il est passionnant, celui de 92. Parce que quel est le département qui, en 88, 4 ans plus tôt, vote au moment de la réélection de François Mitterrand le plus à gauche au deuxième tour? C'est le département du Pas-de-Calais. Et quel est l'un des départements qui vote à peine 4 ans plus tard le plus pour le non? C'est le Pas-de-Calais. Donc on voit déjà à ce moment-là une sorte de décrochage dans les classes populaires ou dans la frange inférieure, le mot inférieur n'étant pas péjoratif, des classes moyennes, si vous voulez. Et 2005, c'est l'autre aspect de l'électorat du PS, c'est-à-dire ces classes moyennes qui, le résultat, 55% de non, et les analyses subséquentes le montrent, il y a un décrochage d'une partie de ces classes moyennes. Or, quel est le parti qui se prend de plein fouet, si vous me permettez cette expression, ce choc-là? C'est le PS, de par la composition de ses électorats, ou de son, enfin je disais c'est parce qu'il est divers en même temps. Donc voilà, pour autant, le PS à d'autres moments, ou le socialisme français, a su se réactiver, se revitaliser. On sent bien, pour être clair, que là, nous sommes à la croisée des chemins, incontestablement. Merci beaucoup, Jean-François Sirinelli. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vie et survie de la Ve République, essai de physiologie politique chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.